Bien, bonjour. Alors, ça a l'air de marcher. Prendre l'autre micro. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si? C'est bon, il y a un retour? Tout le monde m'entend? Bon, parfait. Alors, je m'appelle Gulaxo et j'occupe une partie de mon temps à réaliser des documentaires sur le hacking social avec Vici Saxo qui rédige davantage d'articles et de livres. Et je suis très heureux d'être là aujourd'hui à la Nuit du Hack pour vous expliquer ce qu'est le hacking social. On va essayer de faire en à peine 3/4 d'heure, donc ça va être une introduction très générale. Je ne pourrai pas aller dans le détail malheureusement. J'espère pouvoir répondre à des questions. Si ce n'est pas le cas, je serai de toute façon dans le coin et vous pourrez m'interroger si je n'ai pas été assez clair. Alors déjà, avant de commencer, comme ça a été évoqué, quand on parle de hacking social, ce n'est pas synonyme de social engineering. Ce n'est pas plus synonyme non plus de son versant anglophone quand on a parfois l'expression social hacking qui désigne le hack des réseaux sociaux. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Alors, qu'est-ce que le hacking social alors? Essayons de définir ce qu'est le hacking tout court. Loin de moi la prétention de pouvoir donner une définition du hacking, je ne vais pas m'y risquer. Alors j'ai été tricher un petit peu, j'ai été emprunter une définition déjà existante qui vient d'Amael Guiton, pour qui le hacking consiste à comprendre, bidouiller, détourner et s'amuser au passage. Tout le monde est d'accord avec cette définition à peu près? Ça vous convient? Bon. Alors, le hacking social, qu'est-ce que c'est à partir de là? Eh bien, c'est la même chose. Il s'agit de comprendre notre environnement social, les normes sociales que nous avons parfois intériorisées, tous les déterminants sociaux qui peuvent orienter nos comportements, nos attitudes et nos actions, de les bidouiller pour les comprendre davantage, pour essayer aussi éventuellement de les détourner, notamment quand ces normes sont préjudiciables pour les individus ou pour les groupes d'individus, et bien sûr, sans oublier de s'amuser au passage quand même. Ça, c'est une partie de la définition qu'il ne faut surtout pas rejeter. Donc à partir de là, quand on fait du hacking social, eh bien, pour faire simple, on pourrait dire que le hacking social, c'est la transposition de l'esprit du hacking sur des questions de société. Alors peut-être que vous allez vous demander pourquoi devrions-nous avoir une posture de hacker quand on prend le métro, quand on va faire ses courses dans un magasin, lorsqu'on va au boulot dans un open space ou quand on regarde la télé. Eh bien parce que notre cerveau est très souvent la cible de publicitaires, d'annonceurs, de communicants, mais aussi parce que nous sommes parfois conditionnés pour partie formatés par des habitudes, par des automatismes. Eh bien, à travers les différents déterminants sociaux, il y a notamment les sciences humaines et sociales, la psychologie sociale, qui... Ah, qui a fait ça? Excusez-moi. J'annule. Je disais donc, voilà, vous me dites s'il y a un bug derrière, je ne vois pas tout. Je disais donc, la psychologie, la sociologie, les sciences sociales et humaines nous apprennent justement à nous adapter, à comprendre un petit peu qu'est-ce qui peut venir nous déterminer, nous influencer. Le problème, c'est que les sciences humaines et sociales sont malheureusement méconnues du plus large public, ou alors caricaturées par des discours politiques, voire idéologiques. Pire que cela, les sciences sociales et humaines sont pleinement récupérées par, eh bien encore une fois, les publicitaires, les communicants, pour influencer les foules avec encore plus d'efficacité. À partir de là, eh bien, on peut dire que l'hacking social vient faire en quelque sorte contrepoids contre ces différentes récupérations des sciences humaines. Comment? Eh bien, tout simplement déjà en vulgarisant les sciences humaines et sociales, en permettant à chacun de s'approprier justement ses connaissances et ses outils pour pouvoir s'autodéterminer. Il s'agit aussi, on pourrait le dire très rapidement de cette manière-là, c'est une activité de contre-manipulation, c'est une activité d'autodéfense intellectuelle. Et il s'agit de comprendre un petit peu comment on a pu emmagasiner, comment on a pu intérioriser toutes ces croyances, toutes ces normes qui viennent parfois biaiser nos comportements, qui sont parfois source d'erreurs et qui sont parfois exploitées par des individus pour nous faire telle ou telle chose, comme la soumission à l'autorité que j'essayerai d'exposer tout à l'heure. Donc les normes, les représentations, les croyances, les biais cognitifs. Quand je parle de croyances, quelle croyance, par exemple, peut venir orienter notre comportement? Eh bien, la croyance de la liberté absolue. Alors, qu'est-ce que c'est la liberté absolue? Eh bien, c'est quelque chose que vous et moi, nous avons sans doute intériorisé à travers notre éducation, à travers notre culture, notamment la pensée occidentale, qui part du principe que nous sommes absolument libres, que nos actions, que nos comportements, que nos pensées
ne sont déterminés par rien d'autre que par notre propre volonté. Si je fais telle action, si j'ai telle attitude, si j'ai tel comportement, eh bien, en cas de réussite, c'est grâce à moi. En cas d'échec, eh bien, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, etc. Ce qui fait que les psychologues sociaux appellent cela des causes internes. On explique les comportements, les actions, les pensées individuelles selon des causes internes. C'est l'individu qui est en quelque sorte le maître absolu, le responsable absolu de ce qu'il fait, de ce qu'il pense, etc. Et lorsqu'on pense et qu'on explique la réalité sociale et les comportements individuels de cette manière-là, eh bien on met de côté toute une série de causes, de causalités, que les psychologues appellent des causes externes. Les causes externes, c'est lorsque la situation sociale, votre environnement social, la structure sociale, la manière dont on va vous parler, la hiérarchie, s'il y en a une, etc., vont déterminer votre comportement. Eh bien, lorsque on est dans ce déni des causes externes, et c'est un petit peu le problème de nos sociétés actuellement, on renforce les causes internes et on ne prend pas en compte l'environnement social. Et ce qui fait, c'est là la faille, qu'on est davantage plus influençable et plus manipulable. Et c'est là peut-être l'ironie des sciences humaines et sociales qu'il faut essayer de garder à l'esprit. Pourquoi j'appelle ça une ironie? Parce que ce que les sciences humaines et sociales nous apprennent en quelque sorte, c'est que celui qui se croit absolument libre et responsable de ses actions et de sa pensée est potentiellement plus influençable, plus manipulable que celui qui sait que sa liberté est limitée, que celui qui agit et pense en toute connaissance de cause, notamment les causes externes. Alors peut-être que jusqu'ici ça vous semble un peu flou et que vous avez l'impression que je suis en train de parler de concepts sans exemple concret. Alors passons à des exemples concrets pour comprendre comment les causes externes et la situation peuvent influencer nos comportements, nos représentations du réel, en citant l'effet H. L'effet H, c'est le nom qu'on donne à partir d'une expérience qui a été réalisée par un psychologue en psychologie sociale qui s'appelle H et qui a mené l'expérience suivante. Il va donc demander à des étudiants volontaires de participer à une expérience. À chaque fois, il va réunir des groupes de 6-7 étudiants à peu près. Et il va présenter l'expérience ainsi. Il va leur dire, écoutez, je vais vous présenter une ligne qui fait une certaine longueur, une ligne de 20 cm sur un carton. Ça ressemble à ceci, par exemple. Et à travers cette ligne, vous allez essayer, sur un autre carton, de trouver celle qui correspond. Donc vous avez le deuxième carton, ligne A, B, C. Je vous laisse 2 secondes, essayez de deviner quelle est la ligne qui correspond à la ligne du premier carton. Alors, A, B ou C? C, tout le monde est d'accord? Ah, tout le monde n'est pas d'accord, on dirait. Certains ne répondent pas, je pense que certains ont peur du piège. Certains se disent, oula, si je donne un effet d'optique, etc. Alors je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de piège, il n'y a pas d'effet d'optique, c'est bel et bien la réponse C. La réponse C correspond effectivement au premier carton. Et il n'y a aucun problème quand il s'agit de reconnaissance, de perception visuelle. Quand on fait l'expérience normalement et qu'on demande aux élèves l'un après l'autre de donner ce qui leur semble la bonne réponse, on a un taux d'erreur de 1%. Donc il semble que dans cette salle, le taux d'erreur était supérieur. Donc un taux d'erreur de 1% dans la condition, ce qu'on appelle la condition contrôle, c'est-à-dire chaque étudiant, l'un après l'autre, va donner ce qu'il juge être la bonne réponse. Évidemment, la nature de l'expérience ne consiste pas en un simple test de perception visuelle. Il y a une autre condition expérimentale où on va avoir à nouveau 6-7 étudiants, sauf que cette fois, les 6 étudiants, tous les étudiants en fait pour aller vite sauf un, ont tous reçu l'instruction suivante. Ils ont tous reçu pour instruction de donner la même mauvaise réponse. Ici, par exemple, ce serait la réponse A ou B, par exemple. Donc on va avoir les étudiants qui, l'un après l'autre, vont donner la même mauvaise réponse. Et l'expérience consistera à savoir que va répondre le pauvre étudiant qui n'est au courant de rien, qui n'est pas au courant que ses petits camarades sont en train de donner une mauvaise réponse. Est-ce qu'il va continuer à donner une bonne réponse ou est-ce qu'il va se conformer à l'ensemble de son groupe? Est-ce que la pression sociale va avoir raison de son objectivité et de sa perception visuelle? Alors j'aurais voulu vous mettre un extrait de la vidéo, mais je ne crois pas que ça va se mettre en route. On a eu un petit problème technique tout à l'heure, mais ce n'est pas grave. Bon, tant pis. On a, durant cette expérience, donc les étudiants qui vont l'un après l'autre donner une mauvaise réponse. Je vous ai mis la photo du dernier étudiant, vous retrouvez ça sur Internet, vous allez sur un site de vidéo, n'importe lequel, vous tapez effet H ou H-Effect en anglais, vous allez trouver plein de vidéos là-dessus. Eh bien, l'étudiant
très souvent, va se conformer à son groupe. Et ce qui est très intéressant, c'est de regarder ce qui se passe. On voit qu'il hésite quand c'est son tour de parler. Il regarde son groupe à côté parce qu'il voit qu'il y a une énormité. Il n'avait pas du tout cette réponse en tête. Alors, il y a deux hypothèses. Soit il se dit, bon, j'ai l'impression que mes camarades à côté, ils sont en train de se tromper, mais je préfère avoir tort en groupe plutôt qu'avoir raison seul, et il se conforme. Ou alors, et ça peut arriver aussi, peut-être va-t-il se dire, bon, j'étais persuadé que c'était la réponse C, mais puisque tout le monde a l'air de répondre avec assurance que c'est une autre réponse, sans doute que je suis en train de me tromper, et sans doute qu'ils ont raison, donc je vais estimer que c'est la bonne réponse. Donc ça va jusqu'à modifier éventuellement notre représentation des choses, et on se conforme à notre groupe. Eh bien, dans cette condition expérimentale, le taux d'erreur est monté à 37%. Je vous rappelle, en condition contrôle, c'est-à-dire sans instruction, on a un taux d'erreur de 1%. En conditions expérimentales telles que je vous l'ai présentées, lorsqu'on fait la moyenne de tous les étudiants qui n'ont pas reçu cette instruction-là, eh bien on monte à 37%. Donc vous voyez l'effet que ça peut avoir. Alors il y a un petit exemple, mais là pareil, je vous ai mis une vidéo, mais je ne pourrais pas vous la montrer, mais là encore vous pouvez la retrouver. Il y a un petit exemple, c'est l'exemple de l'ascenseur. Et puisque je ne peux pas vous montrer la vidéo, je peux vous demander de faire un exercice pratique dès que vous le pourrez. Quand vous prenez l'ascenseur, vous grimpez dans l'ascenseur, vous appuyez sur votre étage, et généralement, vous vous retournez face aux portes de l'ascenseur. Pourquoi on fait ça? C'est simple, on a une attitude assez pragmatique, on se dit, bon, bah, une fois que les portes vont s'ouvrir, j'ai plus qu'à sortir. C'est aussi simple que ça. Mais que se passerait-il? Vous prenez l'ascenseur, vous vous retournez face aux portes, vous avez d'autres personnes qui vous rejoignent dans l'ascenseur, sauf que 1, 2, 3 personnes, toutes les personnes qui vous rejoignent se mettent dos à la porte. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, quasiment dans tous les cas, eh bien, il va y avoir une pression sociale qui va s'exercer sur vous, sur l'individu, et sans comprendre pourquoi les gens se sont mis dos à la porte, il ne va pas supporter d'être le seul à être face aux portes qui s'ouvrent, il va se retourner et il va faire comme tout le monde, sans en connaître véritablement la raison. Donc voilà un exemple concret de la manière dont les causes externes, donc c'est la situation sociale, vient déterminer notre comportement, ici une action, notre perception visuelle, etc. Donc ça, ce sont les causes externes, et c'est par exemple l'effet H, le conformisme. Peut-être que vous allez me dire, oui, mais dans ces cas-là, est-ce que ça veut dire que tout conformisme est mauvais? Non. En sciences humaines, en psychologie, en sociologie, il ne s'agit pas d'apporter un jugement moral, de dire c'est bien, c'est pas bien. Tout conformisme n'est pas mauvais, et ce n'est pas la question de savoir si c'est bien ou pas. Il y a certaines formes de conformisme, d'automatisme, qui sont tout à fait salutaires quand on est dans de l'ordre du réflexe, etc. Mais il y a d'autres mécanismes, par contre, qui sont plutôt préjudiciables. Et pourquoi, finalement, ces automatismes? Eh bien, l'effet H a été observé sous IRM-F. Donc l'illustration que je vous mets, c'est une illustration, hein, ce n'est pas les images précises des résultats que je suis en train de vous donner. Lorsqu'on fait passer sous IRM-F eh bien, un individu qui ne se conforme pas à un groupe, qui est sous pression sociale, mais qui veut agir différemment ou qui essaye de résister, eh bien, on voit les zones du cerveau s'activer qui correspondent à l'assaillance émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de conflit émotionnel, il y a un conflit mental, il y a un coup psychique très important. Ça permet de comprendre déjà pourquoi nous avons tendance à tomber dans ces automatismes, parce que très souvent, on va choisir d'agir et de penser selon la moindre économie physique et mentale. Or, notamment quand on est surmené, quand vous êtes fatigué ou quand au travail, par exemple, vous avez différentes tâches et que vous vous en sortez plus, eh bien forcément, vous n'avez plus aucune énergie et vous allez avoir une tendance à vous conformer encore plus facilement. C'est une question de coup psychique pour aller très vite. Et lorsqu'on a ces automatismes, cela peut être préjudiciable lorsqu'on tombe dans ce qu'on appelle la soumission à l'autorité. La soumission à l'autorité, alors ce n'est pas tout à fait la même chose que l'effet H, mais on a remarqué, notamment ce qui s'est passé après le milieu du XXe siècle, on s'est posé une question, la plupart des intellectuels et des scientifiques se sont posé une question qui a été très difficile à encaisser. Comment avons-nous pu avoir des populations entières, je fais référence au milieu du XXe siècle, qui ont pu
obéir, se soumettre totalement à certaines idéologies et ont pu se soumettre totalement à des ordres de torture, de faire souffrir physiquement, psychologiquement des individus, etc. Et de manière spectaculaire, donc vraiment une soumission à l'autorité de masse. On a eu différents chercheurs qui se sont emparés de la question et ils se sont demandé, déjà l'autorité c'est quoi ? Quand on parle de quelqu'un qui a une certaine autorité, encore une fois on l'interprète selon des causes interne. On s'imagine soit il a un certain charisme, il a des compétences, il a reçu une légitimité parce que justement il est compétent. Bref, on a des explications internes, sauf qu'en fait, ce qu'on a surtout pu remarquer, c'est que l'autorité tient tout autant, si ce n'est pas plus, des causes externes. Par exemple, les chercheurs ont expérimenté le rôle du vêtement dans la soumission à l'autorité. Je vous en cite une très rapidement, une expérience en psychologie sociale où on a donc un individu qui se présente à un boulanger, à une boulangère pour acheter un pain au chocolat et il va faire mine de lui manquer quelques centimes pour payer son pain au chocolat. Il va demander à la boulangère de l'avoir quand même et il le fait de manière assez impolie, assez brutale. Alors vous imaginez, vous vous mettez à la place du boulanger ou de la boulangère, s'il y a quelqu'un qui vous dit voilà, il me manque quelques centimes, mais j'ai quand même envie d'avoir le pain au chocolat, vous me le donnez. Vous allez sans doute l'envoyer balader. Vous allez vous dire, voilà, pour qui il se prend, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont remarqué ? Ils ont fait cette expérience dans différentes conditions. Lorsque vous êtes habillé de manière, je sais pas, en jean, en t-shirt, etc., il y a de grandes chances que le boulanger, la boulangère vous refuse de vous accorder ce pain au chocolat si vous manque quelques centimes. Par contre, si vous faites exactement la même chose, mais que vous êtes sapé, par exemple, ainsi, costume 3 pièces, plutôt élégant, voilà, le cadre qui a des responsabilités, qui est un peu pressé, donc du coup il est un peu mal poli, etc. Enfin, vous rajoutez tout le background que vous voulez derrière. Eh bien, dans une majorité des cas, plus de la moitié, les boulangers, les boulangères se soumettent, c'est-à-dire accordent le pain au chocolat malgré les centimes qui manquent et malgré le fait que l'individu soit extrêmement impoli. Et on remarque qu'il suffit parfois de changer de vêtements pour modifier l'interaction sociale, voire hiérarchique, qu'on va avoir d'individu à un autre. La psychologie sociale, en quelque sorte, donne tort à cet adage qui veut que l'habit ne fait pas le moine. Non, l'habit fait le moine. Le lieu lui-même aussi est déterminant pour augmenter ou diminuer le potentiel de soumission à l'autorité. Entre un lieu banal, entre une université prestigieuse, entre un endroit où vous êtes constamment surveillé, où on vous fait comprendre que vous êtes surveillé. On parle parfois de dispositifs de surveillance par rapport à la vie privée, mais il faut aussi prendre en compte que lorsque vous avez des dispositifs de surveillance, lorsque vous savez que vous êtes surveillé ou potentiellement surveillé, même si vous ne l'êtes pas, eh bien ça augmente votre potentiel de soumission à l'autorité. Donc ça a aussi des effets psychologiques sur l'individu et ça a tendance à brider la liberté individuelle, psychologiquement parlant. Donc ça augmente la soumission à l'autorité. Prenons un exemple assez célèbre que vous connaissez peut-être, qui s'est déroulé en 1963. C'est l'expérience de Stanley Milgram. L'expérience de Milgram que je vais vous présenter assez rapidement. Alors, dans cette expérience, on a une annonce qui est publiée dans la ville d'une université, c'est l'université de Yale. On demande à des volontaires de participer à une expérience qu'on présente ainsi. C'est une expérience, un test de mémoire, d'apprentissage avec des punitions de choc électrique. Bon. Alors, on a des volontaires qui se présentent et on va les accueillir à chaque fois par groupe de 2. Les volontaires arrivent dans cette université plutôt prestigieuse, avec un scientifique qui est tout le stéréotype du scientifique, blouse blanche, etc., qui a plutôt un ton assez froid, mais avec plein d'assurance. Vous voyez vraiment le scientifique carré, quoi. Le scientifique va donc tirer au sort, leur attribuer des rôles. L'un sera questionneur et l'autre sera questionné. Alors ce tirage au sort, en réalité, c'est du fake. Tout cela est de la mise en scène, mais je vous expliquerai cela après. Alors, quel est le rôle du questionné ? Commençons par le questionné. Le questionné va être accompagné dans une pièce, donc c'est celui qui est tout en bas. Il va être attaché à une chaise, il va être sanglé, il ne pourra pas partir avant la fin de l'expérience. Et on va lui connecter aussi différents câbles qui vont pouvoir lui administrer des chocs électriques. Tout ça, il est au courant. Je vous rappelle que ce sont des volontaires. Le questionneur est présent lorsqu'on l'installe, donc le questionneur est tout à fait au courant de la situation du questionné. Le questionneur, on lui demande de rejoindre une pièce voisine, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, il ne verra plus le questionné.
Par contre, donc le questionneur, c'est celui qui correspond à la lettre T. Le questionneur va pouvoir entendre le questionné et parler au questionné via un interphone. Quel est le rôle du questionné et du questionneur? Le questionné, lui, va devoir apprendre une liste de mots par cœur. Et le questionneur va devoir, à son tour, lire des listes de mots et attendre la réponse du questionné. Le questionné va devoir indiquer quel est le mot manquant dans cette liste. Donc c'est un travail de mémoire. Si le questionné répond juste, eh bien dans ces cas-là, le questionneur passe à la liste suivante et on continue l'expérience jusqu'à épuiser le nombre de listes. Si par contre le questionné se trompe, eh bien le questionneur a pour ordre d'administrer, via une console qui est juste devant lui, un choc électrique au questionné. Les premiers chocs correspondent à 15 volts, donc un petit voltage. Bon, ça fait pas très mal, hein, c'est des petites chatouilles pour aller très vite. Sauf que plus le questionné va se tromper, et plus le questionneur a pour instruction d'augmenter de manière graduelle le voltage. On commence à 15 volts, on continue, une autre erreur, on augmente à 25, on continue, encore d'autres erreurs, on augmente, on augmente, on augmente. Arrivé à peu près au-dessus de 150 volts, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je vous laisse deviner. Ce qui pouvait paraître un peu gênant au départ, peut-être même marrant, peut-être pour certains, ne l'est plus du tout quand on dépasse 150 volts, puisque le questionné, dans sa pièce, eh bien, on l'entend avoir des cris de souffrance, des plaintes. Donc à ce moment-là, mettez-vous à la place du questionneur. Est-ce que vous devez continuer? Eh bien, le questionneur, généralement, il se retourne vers le scientifique. Je n'ai pas indiqué que le scientifique reste derrière le questionneur et fait mine de prendre note. Donc, il est toujours présent. Le questionneur se retourne vers lui et va lui dire on va arrêter. Là, je suis en train de faire mal à quelqu'un, on va arrêter. Et le scientifique, lui, il répondra à travers des formules très courtes et très simples du style « l'expérience exige que vous continuez ». Si jamais ça ne convainc pas le questionneur de continuer, eh bien, il y a d'autres formules, je ne vais pas toutes vous les donner, mais par exemple, ça peut être « continuer, nous prenons l'entière responsabilité ». Nous en assumons toutes les conséquences, etc. Donc c'est le type de formule que le scientifique va annoncer au questionneur. Je précise qu'à aucun moment, le scientifique ne menace, je ne sais pas, ne menace physiquement ou menace de porter plainte ou d'une amende, enfin tout ce que vous voulez. Il n'y a aucune menace de la part du scientifique sur le questionneur. Ce sont juste les formules telles que je vous les ai présentées. Eh bien, vous avez deviné qu'il ne s'agit pas d'un test de mémoire. Il s'agit d'évaluer finalement jusqu'où va aller notre questionneur. Il s'agit d'évaluer jusqu'où va aller sa soumission à l'autorité. Est-ce que notre questionneur va aller jusqu'au dernier curseur? C'est quoi le dernier curseur? Eh bien, c'est le dernier curseur, il est à 450 volts. Et il y a même un curseur après le dernier curseur où il y a marqué X qui présuppose un voltage encore plus fort. Alors, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, surtout si la personne à côté est cardiaque, potentiellement, en fait, vous le tuez, l'individu. D'ailleurs, durant l'expérience, il faut savoir que dépasser un certain voltage, eh bien, on entend juste un bruit très étrange dans la pièce voisine et il n'y a plus aucun son, il n'y a plus aucune réponse de la part du questionné. Mais l'expérience exige que vous continuez. C'est ce que dit le scientifique. Eh bien, dans l'expérience de 1000 grammes, 62,5% des sujets vont jusqu'au curseur X, c'est-à-dire jusqu'à la mort supposée du questionné. Bien sûr, le questionné est un acteur, il n'y a pas eu de torture physique, il n'y a pas eu de mort. Tout cela, je vous le rappelle, est une mise en scène, comme la plupart des expériences en psychologie sociale. Un protocole très strict, justement, pour évaluer les comportements individuels et collectifs. L'expérience de 1000 grammes a été reproduite dans différentes conditions, par 1000 grammes lui-même, mais aussi par plein d'autres scientifiques, à différentes époques, jusqu'à très récemment. En 2017, il y a eu la même expérience qui a été menée en Pologne. Et tous les résultats vont dans le sens de 1000 grammes, ou pas tout à fait. Lorsqu'on fait une moyenne de ce qu'on appelle les méta-analyses, c'est-à-dire l'ensemble des données que nous avons, eh bien, le taux d'obéissance, la soumission à l'autorité, c'est-à-dire le nombre de sujets qui va jusqu'à tuer un individu, ça s'élève à plus de 70% lorsqu'on prend toutes les expériences. Donc les résultats là-dessus, malheureusement, et pourtant beaucoup de scientifiques ont essayé de mener des expériences telles que Milgram les a pratiquées pour dire que Milgram s'était planté et que l'expérience était biaisée, mais en fait on obtient des résultats
non pas comme Milgram, mais généralement beaucoup plus haut. Alors pourquoi on se soumet à l'autorité? Eh bien, encore une fois, et c'est là la théorie de Milgram et l'hypothèse de Milgram, parce que nous sommes déterminés et influencés par des situations. Il ne faut surtout pas croire que les individus qui ont obéi aveuglément sont des sadiques ou des psychopathes ou tout ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans le lot, hein. Mais ce n'est pas une explication plausible. Ce qu'on remarque, c'est que ce sont des monsieur et madame tout le monde. Ça pourrait être vous, ça pourrait être moi, il n'y a même pas de profil qui permet de déterminer précisément est-ce qu'il y a une certaine catégorie de la population qui serait plus apte à se soumettre, etc. Ce sont donc des causes externes. C'est la situation qui vient orienter ces individus à se soumettre, ce que Milgram appelle un état agentique, c'est-à-dire que les individus délèguent leur volonté, leur pensée, leur responsabilité à la personne qui fait figure d'autorité dans la pièce, ici le scientifique. Alors, je n'aurai pas le temps de vous présenter toutes les expériences de Milgram, mais je termine juste par cette expérience qui a été menée très récemment en 2009 en France, que vous avez peut-être vue, parce que c'est assez récent. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à le voir. Donc, c'est un psychologue qui s'appelle Beauvois qui a décidé de renouveler l'expérience de Milgram, mais en changeant la situation, c'est-à-dire qu'on remplace l'université, on remplace le scientifique, on remplace la finalité de faire avancer la science par un jeu télévisé. La question étant de savoir si, dans un contexte de la télé, dans un jeu télévisé, est-ce que des candidats seraient capables, par soumission à l'autorité, comme dans l'expérience de Milgram, d'aller jusqu'à blesser, torturer physiquement d'abord, voire même jusqu'à tuer un individu? Eh bien, dans cette expérience, donc c'est un plateau télé, le scientifique est remplacé par une animatrice. Par contre, tout le protocole est identique à celui de Milgram. C'est toujours un test de mémoire, il y a la console, il pose les questions, questionneur, questionné, etc. Tout est identique. Eh bien, dans cette expérience qui a été menée en France en 2009, 81% des individus vont jusqu'au dernier curseur. 81%. D'ailleurs, lorsqu'on reproduit les expériences de Milgram, la tendance va plutôt vers la hausse que de diminuer, malheureusement. Donc, on a une soumission à l'autorité qui est forte dans différentes situations, dans un contexte politique, dans un contexte scientifique, dans un contexte de divertissement, comme la télé, etc. Et l'idée, dans le hacking social notamment, c'est déjà d'essayer d'en parler le plus possible, de vulgariser ces connaissances-là, et aussi essayer de trouver des solutions, essayer de reconnaître et d'identifier ces fameuses situations, ces fameux déterminants qui peuvent engendrer cette soumission à l'autorité. Alors, j'insiste sur une mésinterprétation qu'on peut avoir de Milgram, qui consiste à dire, oui, mais on est en France, on est en démocratie, ça ne marche que dans des régimes tyranniques, voire totalitaires. Pas du tout. La soumission à l'autorité, elle peut fonctionner dans n'importe quelle structure. Et il y a un type de structure en particulier où la soumission à l'autorité peut fonctionner très bien, c'est dans les structures professionnelles. L'expérience de Milgram a été reproduite à plusieurs reprises dans des contextes professionnels, c'est-à-dire que, je vous prends cet exemple, c'est une expérience qui a été menée en 1986 par Meeves et Reichmacher, et l'expérience, elle se présente ainsi, il s'agit d'un recrutement. Vous allez être engagé dans une entreprise, et on va vous dire votre rôle en tant que recruteur, vous allez devoir faire passer un entretien à différents individus, et on va vous donner des instructions très précises afin de torturer psychologiquement les individus en face de vous pour qu'ils craquent. En gros, c'est ça qu'on vous demande. Donc vous avez des instructions, de manière très graduelle aussi. Pour faire simple, on a remplacé les chocs électriques par des chocs psychologiques. On a remplacé la mort supposée de l'individu par la dépression totale de l'individu en face de vous pour aller vite. La question étant de savoir, dans ce contexte, et quand il s'agit de souffrance psychologique, quand il s'agit de devenir un harceleur, hein, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, eh bien 91% des individus vont jusqu'à se soumettre totalement à leur supérieur en tant que recruteur, c'est-à-dire vraiment faire craquer, écraser totalement, par soumission à l'autorité, la personne en face d'eux. Ça permet aussi de comprendre, vous en avez sans doute déjà entendu parler, on en parle de plus en plus, mais malheureusement pas encore assez. On sait aujourd'hui que le harcèlement dans les entreprises, très souvent, lorsqu'on a un harcèlement très fréquent dans le même type d'entreprise, dans une grande entreprise, eh bien, ça ne vient pas du fait qu'on a embauché que des sadiques, ça c'est encore une explication de cause interne, c'est parce que c'est la structure, le management, les causes externes qui a déterminé ce type de harcèlement. Donc on essaye un petit peu, excusez-moi je vais tousser,
On essaye un petit peu de démonter tout ça. L'idée, c'est que comprendre ce qui ne va pas et comprendre ces causes externes qui sont préjudiciables pour l'individu, il ne s'agit pas juste de déconstruire et de s'arrêter là, il s'agit aussi d'essayer de construire quelque chose. Il s'agit de se dire, bon ben, si ça ne marche pas, eh bien déjà, essayons de ne pas les reproduire, essayons d'identifier ce qui ne marche pas dans des structures sociales, et à partir de là, on pourra minimiser ce type de dérive que je vous ai décrit. Je vais prendre quelques exemples très rapides. Par exemple, dans le domaine professionnel, restons-y. On a très souvent l'habitude de représenter, d'organiser plutôt les entreprises selon ce qu'on appelle des structures pyramidales, c'est-à-dire avec une hiérarchie précise, très identifiée, avec des stratégies, des planifications qui sont faites par le haut ou par des intermédiaires. Si vous êtes tout en bas et que vous voulez prendre des initiatives, vous allez devoir demander l'autorisation, etc., avec la bureaucratie qui peut s'installer. Bref, on a plutôt ce type de modèle-là, avec différentes variantes, etc. Pourquoi on a ce modèle-là? Parce qu'on a longtemps cru que, puisque toute organisation professionnelle implique une structure, eh bien, ça implique une hiérarchie. Et on fait une confusion qu'il faut essayer de démonter. C'est la confusion entre structure et hiérarchie. Oui, on est bien d'accord, c'est évident. Lorsqu'on a une organisation, qu'elle soit associative, professionnelle, ou un événement, ou un festival, tout ce que vous voulez, il est nécessaire d'avoir une structure précise, identifiée, qu'on puisse comprendre, dans laquelle on puisse s'y retrouver. Mais ce n'est pas parce qu'on a une structure qu'on a forcément une hiérarchie. On peut avoir des structures non hiérarchiques qui pourraient se présenter ainsi. C'est ce qu'on appelle des structures réticulaires ou en réseau. Alors parfois il y a des variantes, on parle de structures circulaires, etc. Enfin bref, ce sont d'autres formes de management qui ont la particularité finalement d'avoir des structures sans hiérarchie, souvent proches de ce qu'on appelle de l'autogestion, sauf que par autogestion, il faut faire attention, dans ces structures réticulaires, il ne s'agit pas d'avoir une sorte de prise de décision par un système de consensus un peu mou où tout le monde n'est pas content à la fin, ça plaît à personne, on va avoir des réunions interminables, on essaie de voter, etc. Ça ne marche pas trop. Ou alors on voit que ça a ses limites. Et en même temps, on ne va pas avoir non plus une structure hiérarchique avec quelqu'un qui va tout décider, ou etc. Enfin bref, ce n'est pas ça du tout. On est dans un système qui ressemble beaucoup à ce qu'on appelle la doocratie, qui consiste en cette idée, tu veux faire quelque chose, tu as une initiative, eh bien c'est toi qui fais, c'est toi qui as le lead. Tu as une idée, tu vas être l'artisan de cette idée. Si tu veux la mettre en place, tu la mets en place concrètement. Si tu ne la mets pas en place, bah tant pis. Mais personne n'ira le faire pour toi. Et comment ça fonctionne? Eh bien, je ne sais pas, si je suis sur un poste de production et que, je ne sais pas, je constate que je fais tel type de mouvement, j'ai tels outils qui ne sont pas du tout adaptés et qui ont tendance à créer des douleurs au poignet, enfin que sais-je, eh bien, je vais peut-être me dire, ah bah tiens, ça serait bien si je mettais en place peut-être une nouvelle forme ou mettre en place un nouvel outil. Eh bien, ce que vous allez faire, vous n'allez pas demander l'autorisation du haut. On va vous dire, bah ok, bah vas-y, fais-le. Vous allez donc commencer par vous renseigner avec vos collègues, ceux qui sont à d'autres postes. On va vous donner carte blanche pour le faire. Enfin, quand je dis on va vous donner, en fait, non, vous allez vous donner carte blanche pour le faire. Vous allez pouvoir aussi interroger, eh bien, au niveau de la compta, est-ce que financièrement c'est possible ou pas? Et au final, c'est vous qui prenez la décision. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais ça ne peut pas marcher. Ça va s'effondrer. Imaginons quelqu'un, il sort une idée complètement stupide. Ça ne va pas prendre. Eh bien, justement, dans ces structures réticulaires, ça ne va pas prendre. Si vous avez une idée qui est efficiente et qui va vraiment apporter quelque chose à la structure, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Votre voisin à côté, il va voir que vous avez un super outil, il va voir en plus que ça vous aide, etc. Il va vous copier. Il va faire la même chose que vous. Il va dire, bon, ça me permet de gagner du temps, ça me permet d'éviter d'avoir mal, etc. Ça veut dire que ça va prendre à toute la structure, sans qu'il y ait eu quelqu'un qui a dit, OK, on fait ça. OK, on l'applique à tout le monde. Et si ça ne marche pas, eh bien, ça ne va pas prendre. Donc vous voyez que de manière comme un organisme vivant, eh bien, il y a une sorte de sélection qui se fait, ça prend pas, et chacun peut comme ça disposer de ses initiatives. Alors si ça vous paraît complètement utopique, voire complètement dingue, eh bien, vous avez des exemples de ce type de structure qui existe déjà. Alors, je ne vais pas vous donner tous les noms des entreprises, mais il y a notamment aux Pays-Bas une entreprise qui s'appelle Buurtzorg, où on a un système, là pour le coup circulaire, je vous ai mis un schéma de leur système de management, et il n'y a pas de hiérarchie, et pourtant c'est une entreprise où il y a des milliers d'employés. Ce sont des infirmiers, tout simplement. Buurtzorg qui emploie plus de 50% des infirmiers du pays. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et il n'y a pas de patron, il n'y a pas de hiérarchie.
chacun peut prendre des initiatives. On remarque que certains travaillent d'une certaine manière, d'autres travaillent d'une autre manière. Et là aussi, c'est aussi quelque chose qu'il faut retenir dans ce type d'organisation réticulaire. On a toujours cette idée que lorsqu'on organise des postes de travail, il faudrait que tout le monde travaille de la même manière pour obtenir les résultats escomptés. Eh bien, dans des systèmes réticulaires, pour un même poste, pour des mêmes tâches, eh bien, vous n'êtes pas obligé de travailler comme votre voisin, de la même manière que votre voisin. Parfois, on a des groupes qui travaillent tous de la même manière, d'autres fois, on a des groupes qui travaillent d'une autre manière, etc. Parfois, on a des idées qui prennent d'un côté, d'autres idées qui prennent pas d'un côté, etc. Et c'est pas grave, et ça marche très bien. Tous ces exemples-là, je n'ai pas le temps de vous les citer, mais je vous invite à lire un livre qui a été écrit par Frédéric Laloux, qui s'appelle Reinventing Organization. Et si vous êtes plutôt dubitatif et que vous trouvez ça utopique, vous avez dedans toutes les entreprises, en tout cas beaucoup d'exemples d'entreprises, un peu partout, en Europe, aux États-Unis, où il présente à la fois comment ça fonctionne, au niveau du management et en détail, qui donne plein d'exemples. Alors si vous êtes organisateur, patron, et que vous êtes intéressé par ce type de management alternatif, je vous conseille d'aller voir. Non seulement humainement parlant, c'est génial, mais économiquement parlant, ça marche très bien aussi. Ça, c'est important de le préciser. Et vous avez des exemples qui vont très loin, puisque dans certains exemples, ce sont les employés eux-mêmes qui vont, par exemple, voter leur propre salaire. Individuel, hein. Vous arrivez, vous dites, bon, cette année, je vais avoir ça mensuellement. Voilà. Je ne vais pas vous dire en détail comment ça fonctionne, mais Frédéric Laloux l'explique très bien. Il fait une conférence là-dessus que je vous invite à voir aussi si vous n'avez peut-être pas le temps de lire le livre. Et voilà, j'en dirai pas davantage parce que vraiment, regardez ce qui est dit dans ce livre, c'est vraiment formidable. Je regarde juste l'heure, voir combien. Oui, je vais aller vers la fin. Alors, j'ai pas le temps de vous présenter l'exemple au niveau pédagogique des autres structures. Vous trouverez tout ça sur le site. Retenez juste ce nom, Quest to Learn. Et essayez de voir ce que c'est. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous en parler plus tard. Alors, je résume. Donc, petite conclusion, qu'est-ce que le hacking social ? Le hacking social consiste à démonter les structures sociales. Elle vise la compréhension des rapports sociaux, des normes, des déterminants, et elle essaye d'envisager et de promouvoir des alternatives. Comment ? Eh bien, par la compréhension des sciences humaines, par la connaissance, par la vulgarisation, par les détournements, par le jeu. Je vous invite à essayer de tester, de changer de tenue, d'avoir des vêtements non adéquats selon l'environnement social. Vous verrez que ça a des effets très intéressants si vous voulez un petit peu hacker certaines situations. Ça peut consister tout simplement aux vêtements que vous portez. Tout ce qui est créatif, tout ce qui est ludification, gamification. Pourquoi ? Le pour et le quoi sont séparés, c'est volontaire. Pourquoi faire ? Bien, autodéfense intellectuelle pour éviter certaines manipulations du quotidien, publicitaire ou autre. Déconstruire, construire. Contre quoi ? Eh bien, contre les structures autoritaires qui ont les dérives que je vous ai présentées avec la soumission à l'autorité, contre les différentes manipulations, contre les normes préjudiciables. Vers quoi ? Vers l'autodétermination, la motivation intrinsèque, la créativité. Qui peut faire du hacking social ? N'importe qui, en fait. Le hacking social, finalement, ce sont que des mots que nous, on appelle hacking social, mais qui désignent un certain état d'esprit que vous avez peut-être et que vous pouvez appeler tout ce que vous voulez, lui donner un nom, lui pas donner de nom. C'est cette idée, finalement, que nous sommes déterminés par la situation, par notre environnement social, mais nous sommes aussi déterminants. Nous sommes acteurs et pas spectateurs. Et c'est cette idée qu'on peut faire un travail sur soi, c'est-à-dire déjà se transformer soi-même avant de vouloir transformer son environnement social, c'est-à-dire juger un peu moins pour comprendre un peu plus. Voilà, donc je m'arrête là. Je vous mets juste, pour aller plus loin, vous retrouverez toutes les informations donc sur notre site, sur notre page, sur aussi le livre, notamment de Vici, si vous voulez voir à peu près les techniques de manipulation du quotidien et comment vous en défaire et les hacker. Vous avez ce livre ici qui est, je précise, libre et gratuit, puisque la connaissance libère, la connaissance doit être disponible à chacun en tant qu'outil, et c'est un principe qu'on se donne. Donc, voilà, c'est gratuit, vous pouvez le télécharger, le pirater, il n'y a pas de problème, on sera ravis de le voir sur des sites de torrent, au contraire. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie. Bravo. Alors, ça a été très très riche, et donc nous avons le temps pour 2 questions. Comme le sujet était très intéressant, je propose 2 questions, après quoi on devra enchaîner. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Là-bas, je vois 2 paires. Tiens, voilà. Bonjour. Ça y est, attends, on en a un là. Bonjour. Est-ce qu'on retrouve les mêmes effets chez les enfants ? Je ne sais pas qui a parlé. Alors, est-ce qu'on retrouve les mêmes ?
Levez-vous pour poser la question afin que le conférencier puisse vous voir. Bonjour. Je voulais vous poser la question si on retrouve ces mêmes effets chez les enfants. Alors, oui et non. Dans le sens que, par exemple, sur la croyance de la liberté absolue, sur les causes internes, etc., eh bien, on voit effectivement que les enfants, très tôt, vont avoir effectivement les mêmes croyances et vont avoir les mêmes biais. Finalement, pour répondre à la question, quand on parle de causes externes, c'est l'éducation et c'est la culture qui va renforcer, diminuer ce type de croyance, ce type de biais. D'ailleurs, on voit que j'ai parlé de culture occidentale, c'est pas pareil du côté de l'Asie d'ailleurs. Et c'est pas pareil aussi du côté des enfants, effectivement. C'est finalement la question de l'inné et de l'acquis. Mais effectivement, on va avoir en France, en Europe, etc., on va avoir généralement des systèmes de croyances qu'on va tous intérioriser, qu'on a tous intériorisés ici, qui est parfois difficile, voire extrêmement coûteux de démonter. Le simple fait de prendre conscience qu'on n'est pas absolument libre et maître absolu, et quand on étudie un petit peu la chose, effectivement, on ne peut plus avoir cette croyance-là, c'est une claque dans l'ego. C'est parfois difficile, et certains ne veulent pas. Politiquement, d'ailleurs, c'est explosif. Si les discours politiques n'aiment pas trop ce type d'idées, c'est parce que ça remet en cause pas mal de choses. Donc oui, les enfants, progressivement, certains biais, certaines croyances, ça a été étudié, ils arrivent à voir à partir de quel âge, causes internes, etc. Ça apparaît, effectivement. Mais c'est quelque peu différent. Une dernière question. Oui, bonjour. Moi, j'avais juste une question par rapport au système autogéré que vous parliez tout à l'heure. Quand vous dites qu'un individu doit prendre un lead pour essayer de développer, par exemple, son nouvel outil, comment il fait pour, en parallèle, garder son activité, comment le temps n'étant pas extensible, comment il peut faire les deux choses, apporter un nouvel outil et en même temps continuer son activité? Généralement, ça fait partie justement, dès le départ, quand on est dans ce type de structure, eh bien, il y a la possibilité de quelqu'un, alors il y a des exemples en France, il y a Favi par exemple, ce genre de choses, eh bien, si quelqu'un a une idée, veut mettre en point quelque chose, il va dire, voilà, j'ai besoin de tant de temps, et il va lui-même voir, est-ce que c'est possible déjà de se délivrer le temps en question. Il va devoir être l'artisan total. C'est-à-dire, j'ai besoin de 2 mois pour vérifier le truc, etc. Comment je vais faire justement pour mon poste, pour que ça puisse commencer à circuler, etc. Est-ce qu'on va me remplacer? Est-ce que je vais devoir embaucher quelqu'un? Parce que c'est la personne aussi qui peut demander une embauche. Est-ce que j'ai les moyens, etc. Donc ça reste total en fait. Il n'est pas seulement l'artisan de son idée, mais il reste aussi l'artisan de comment il va mettre en place, le temps généré à le faire, etc. jusqu'au bout. Mais vu que c'est l'ensemble de la structure qui permet ça, ça ne pose pas tant que ça de problème.